Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux à suivre notre troisième webinaire de la 2D à la 3D en Vectorworks. La série de capsules vidéo que vous allez suivre a pour vocation de vous aider à passer plus facilement de la 2D à la 3D en Vectorworks. L'agenda de ce jour. Laissez-moi donc vous présenter l'agenda. Aujourd'hui, il sera présenter placer des éléments de menuiserie, utiliser les bons outils. Nous désirons par ce webinaire vous faire gagner du temps, corriger les erreurs de débutants et vous permettre d'apprendre de nouveaux outils. Laissez-moi vous présenter l'équipe d'aujourd'hui. Avec moi, il y aura Anaïs Gaudy, Adam Chekir, Philippe Breuls et moi-même, Olivier Hide. Je serai disponible tout au long de ce webinaire pour les renseignements de type commerciaux. N'hésitez donc pas, via le chat, à me poser vos questions. Pour la partie technique et pratique de ce webinaire, je vous signale que la plateforme Zoom dispose d'un système de main levée où vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les soumettre durant le webinaire. Durant ce webinaire, nous répondrons dans la mesure du possible aux principales questions que vous poserez via ce chat. Pour les questions plus spécifiques, nous vous proposons de reprendre contact avec vous dans un second temps. Ce séminaire est enregistré, vous pourrez le revoir à volonté. À la fin de chaque épisode, un email vous sera envoyé avec un lien vers l'épisode enregistré et avec un lien vers le fichier Vectorworks utilisé lors de la présentation. Ceci vous permettra de vous entraîner sur celui-ci. À ce stade, nous vous demandons de couper votre microphone et votre caméra. Et pour moi, il est temps de passer la parole à ma collègue Anaïs. Anaïs, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, je vais juste régler un petit peu mes configurations Zoom pour ne pas te déranger durant le webinaire. Voilà. Très bien. Donc, le dernier webinaire que nous avions vu ensemble, nous avions vu comment réaliser nos murs, nos planchers et on va dire tout ce qui était le gros constructif. Nous avions également fait la toiture. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en détail et nous concentrer sur les outils de menuiserie qui peuvent parfois paraître un petit peu complexes. Donc aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il est possible de réaliser avec ces outils et comment. Avant de commencer, vous m'aviez déjà vu régulièrement utiliser eh bien, ce raccourci-ci, les vues enregistrées. Donc nous avons un petit œil au milieu d'une page et lorsque je clique à côté, on voit que j'ai accès donc à des vues enregistrées qui possèdent un nom et que je peux également enregistrer une nouvelle vue. J'ai également accès à ces vues enregistrées lorsque je me rends dans ma palette explorateur, que je clique sur l'onglet qui possède le même symbole, donc on est toujours avec nos vues enregistrées. Je peux activer une de ces vues et tout de suite passer à une autre. L'intérêt principal d'enregistrer des vues de cette manière-là, c'est de gagner du temps, mais surtout lorsque on a des configurations un petit peu spéciales par rapport aux visibilités. Par exemple, dans cette vue-ci, j'ai toute une série de calques qui sont mis en invisible. J'en ai un qui est en grisé. Et j'ai une option d'affichage ici qui est afficher à tirer. Donc, toutes ces options-là, au moins, vont être enregistrées directement dans ma vue. Alors qu'ici, on voit, si je reviens dans mon onglet calque, ce n'est plus le cas. Donc voilà, ça c'est le gros avantage de cet outil-là, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Vous aurez l'occasion de remarquer que lorsque vous voulez enregistrer la vue, par défaut, elle va enregistrer toutes les caractéristiques de la vue telles qu'elles sont pour l'instant. Mais vous avez l'opportunité, lorsque vous enregistrez une nouvelle vue, de décocher
bien, la mémoire de certaines caractéristiques. Cela va enregistrer les visibilités des calques, mais également des classes. Donc là, je retourne. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse de début pour expliquer un petit peu les vues enregistrées. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu aux menuiseries. Donc pour travailler avec les menuiseries, nous allons utiliser les deux outils que l'on retrouve dans la trousse d'outils architecture ici. Ce sont les outils menuiserie intérieure et menuiserie extérieure. Donc, avant toute chose, afin de nous faciliter le travail, nous allons nous assurer que le graphisme de nos fenêtres soit couplé avec des classes. Alors, pourquoi faire cela? L'intérêt est avant tout de gagner du temps lorsque vous voulez changer l'apparence de vos objets, en l'occurrence ici nos fenêtres. Les classes permettent d'attribuer des caractéristiques graphiques, donc 2D ou 3D, à un ensemble d'objets, même si ceux-ci ne sont pas sur le même calque. Donc plus concrètement, si tous nos châssis étaient d'apparence PVC et que d'un coup on veut changer pour une apparence plutôt bois, c'est possible en changeant simplement la classe concernée. Vous n'avez pas besoin de changer une à une l'apparence de vos fenêtres. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus concrètement comment on peut faire ça. Donc avant même de placer ma première fenêtre dans mon projet, je vois que j'ai différentes possibilités par rapport à la manière d'insérer ma fenêtre. Et surtout, je vois ici un petit crayon et une petite clé à molette qui représentent les préférences de mon outil. Je ne sais plus si j'avais l'occasion de vous en parler, mais ce petit symbole, vous allez régulièrement le rencontrer lorsque vous utilisez différents outils sur Vectorworks. Cela vous permet d'accéder aux préférences de l'outil avant même de le placer. De cette manière, en cliquant ici sur les préférences de l'outil avant de le placer, toutes les préférences que je vais déterminer ici vont s'appliquer sur toutes les futures menuiseries que je vais placer dans mon document. Donc, voilà, je suis rentrée dans les préférences, une fenêtre s'est ouverte, j'ai beaucoup d'onglets différents. Pour revenir à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos des classes et donc de l'apparence graphique de nos fenêtres, il va falloir se rendre donc sur l'onglet Attributs graphiques. Je vois ici que j'ai l'aperçu de tous les composants possibles de ma menuiserie, mais également que pour chaque composant, j'ai des attributs graphiques. Pour l'instant, ces attributs graphiques ces composants ne sont associés à aucune classe. Pour utiliser un jeu de classes facilement, on va vous proposer de tout de suite charger un jeu. Donc une fenêtre va s'ouvrir vous demandant si vous êtes bien d'accord d'effacer tous les paramètres que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Je fais OK. Et là, j'ai différents jeux de classes qui me sont proposés par défaut. Celui qui va m'intéresser ici, c'est extérieur, BIM. Donc, parce que nous sommes en train de travailler avec la menuiserie extérieure. Donc, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, j'aperçois que pour chaque composant de ma menuiserie, ici, une classe est cochée et que je peux retrouver à quelle classe exactement se rapporte cet élément. Donc ici, on voit que c'est la sous-section porte-fenêtre qui appartient au graphisme menuiserie extérieure. Nous aurons l'occasion de voir un peu plus tard à quoi ça sert, quel est l'intérêt. Si jamais je souhaite que un des composants de ma fenêtre ne se rapporte plus à une classe, je peux tout simplement décocher ici et déterminer comment ma fenêtre va apparaître. Donc là, je vais recocher en question, je vais cliquer sur OK. Maintenant, donc, j'ai
créer un profil par défaut en ce qui concerne le graphisme de mes fenêtres. Maintenant, nous allons créer un profil par défaut en ce qui concerne les dimensions de nos menuiseries. Ce qui va principalement nous intéresser maintenant, ce sont les dimensions de ce qu'on appelle les cases et les sections sur Vectorworks, la case correspondant au dormant et la section à l'ouvrant. Donc, comment faire pour créer ce fameux profil par défaut en ce qui concerne les dimensions de notre menuiserie? Toujours avec mon outil menuiserie extérieure actif. Je ne vais pas dans Préférences, mais je vais dans Valeurs par défaut. Ici, nous avons tout un tas de valeurs qui correspondent donc aux dimensions, à la géométrie de nos menuiseries. Tout ce que nous allons rentrer ici va donc être proposé par défaut dans toutes les futures menuiseries que je vais placer dans mon document. Bon, ici, je ne vais pas spécialement toucher aux dimensions en question. Ce qu'il est utile de retenir, c'est que si vous avez donc un profil d'un fournisseur connu et que vous savez déjà avec quelles dimensions vous allez régulièrement travailler, vous pouvez rentrer toutes ces dimensions donc, dans cette fenêtre valeur par défaut. Et ensuite, ici, on va pouvoir exporter ce fameux profil de valeur par défaut. Il va se mettre dans mon dossier utilisateur et je vais pouvoir l'appeler mes valeurs. Je vais enregistrer. Et maintenant, dans le fichier, ici à côté du fichier, je vais pouvoir sélectionner des profils qui me sont déjà proposés par défaut dans Vectorworks, mais ensuite, je vais pouvoir sélectionner mes profils, mes valeurs ici. Donc, j'avais déjà créé auparavant un profil par défaut. Je peux en sélectionner un ou l'autre. Et les valeurs ici vont changer en fonction donc, du profil que je vais importer. Donc, je vais bien cliquer ici sur Importer pour que cela s'applique. Bon, là, je ne vais pas enregistrer parce que je n'ai rien modifié. Et bon, finalement, on va enfin pouvoir placer notre première fenêtre. Donc ici, j'ai ma première fenêtre. Tout de suite, dans la palette Info Objet, j'ai accès à certaines dimensions. Par exemple, la largeur de ma baie, je sais que je veux 141. Ensuite, pour confirmer, n'oubliez pas, j'appuie sur la touche Tabulation. Je rentre la valeur, on va mettre 368. Encore tabulation. Et pour la hauteur d'insertion, on va bien mettre 0. Pour le plan de coupe Z, donc c'est le plan à quelle hauteur le plan de coupe va s'afficher dans ma fenêtre. On va voir ça tout de suite. Je vais tout de suite mettre la bonne hauteur, 150. Donc voilà, j'ai déjà modifié les dimensions. Maintenant, si je veux aller un peu plus en détail, je vais devoir retourner dans les préférences qui concernent cette menuiserie. Donc, pour modifier les préférences qui concernent cette menuiserie, je peux simplement cliquer sur Préférences dans la palette Info Objet, mais je peux également faire un double clic sur la fenêtre en question. Donc, nous avons cette fameuse fenêtre qui s'ouvre en ce qui concerne la fenêtre que nous venons de placer. Dans l'onglet Général, je vais tout de suite modifier l'apparence en haut à droite du coin et je vais demander à ce qu'il y ait une forme de coin différente. Ici, cette allure-ci me convient. Tout de suite, je vais pouvoir donner les dimensions donc, de ce coin. Donc la largeur, la hauteur. Je vais donner exactement la dimension de la largeur de ma fenêtre. De cette manière, donc j'ai une diagonale à 45 degrés qui s'affiche. C'est l'allure que j'attends, donc pas de souci. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Cases. Alors, l'onglet Cases va concerner tout ce qui se rapporte au dormant de ma fenêtre.
on voit que pour l'instant, tout est encore grisé. C'est parce que je dois, dans l'aperçu ici, sélectionner bien, la case que je souhaite modifier. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une. Ici, tout de suite, on voit nombre de cases X, Z. Cela va me permettre d'indiquer bien, le nombre de cases que je souhaite insérer bien, en X ou en Z. Donc on va voir ça tout de suite. En Z, je vais rentrer la valeur 2. Et donc cela va me diviser en deux ma case, et ce, de manière horizontale, donc en hauteur. Si je veux modifier une case ou l'autre, il faut bien que je fasse attention de recliquer sur la case en question. Ici, j'ai accès à la hauteur de la case. Par exemple, je peux changer pour 180 au lieu de 184. Mais ce qui va aussi nous intéresser... Enfin, bon, attendez, je vais un peu trop vite. Je vais rediviser en entrant la valeur 2 dans le nombre de cases en X. Je valide en appuyant sur tabulation, n'oubliez pas, parce que si j'appuie sur la touche Enter, cela va fermer la fenêtre parce que c'est sur OK que ça va cliquer. Donc c'est bien sur tabulation que je vais cliquer. Maintenant, donc j'ai ma fameuse case. Et ici, on a un aperçu donc, de tous les montants et traverses qui se rapportent à ce dormant. Et je peux modifier donc, ces montants et traverses. Par exemple, ici, je vais pouvoir supprimer cette traverse qui fait un peu doublon avec celle du au-dessus. Pour la supprimer, on voit que j'ai une petite croix ici. Je clique. Pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je clique. Et on voit donc que ça prend effet immédiatement. Si je souhaite modifier l'épaisseur du montant ici, je clique sur le montant à droite et la largeur, je vais la modifier par exemple pour 2,5, tabulation. La même chose de l'autre côté. Et donc voilà, j'ai pu affiner un petit peu le centre ici. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Section. Dans Section, là, ça va concerner tout ce qui est en rapport avec les ouvrants. Par exemple, je vais resélectionner une des cases que nous avions dessinées juste avant et je vais préciser que je veux bien une ouverture et pas quelque chose de fixe. Et donc, je vais placer cette ouverture-ci. Et tout de suite, on voit que cela a créé un ouvrant dans mon dormant. On voit bien la différence ici, lorsque je clique ici, il n'y a pas de montant à travers qui s'affiche, contrairement lorsque je reclique ici. Ici, à nouveau, je peux supprimer les traverses et les montants. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est cette nouvelle icône qui est spécifique aux sections, donc aux ouvrants, qui va me permettre de modifier la position de la feuillure. Donc on voit ici maintenant, on a la position en XY de la feuillure. Si je retourne à la position précédente, même si je clique sur un des montants, on voit bien que là, je n'ai accès qu'à la largeur de ce montant. Il faut bien que je clique ici pour avoir accès à la position de la feuillure. Par exemple, je vais mettre 2 et 0. Et on voit que ça a bel et bien modifié la position de mon ouvrant par rapport à mon dormant. Très bien. Ici, on voit que pour le sens d'ouverture, je peux avoir l'affichage de l'ouverture en plan 2D ou en vue 3D. Ici, je vais simplement cocher en vue 3D et on voit que donc en 3D, à l'extérieur, je verrai ces petits pointillés qui m'indiqueront que c'est bien une fenêtre qui bascule à cet endroit-là. Je clique sur OK. On va tout de suite voir
à quoi ça ressemble. Très bien, c'est comme on le souhaite. Maintenant, je vais vous montrer donc quelques petites astuces. Par exemple, parfois, lorsque l'on vient de modifier ou de créer une fenêtre, on voit que la coupe, bon, ici ce n'est pas le cas parce que j'ai bien placé ma hauteur de coupe, mais si je la modifie, par exemple, donc le plan de coupe Z, si je le place à 5 cm, on voit que là, la représentation n'est plus du tout correcte. Donc ça, c'est aussi un élément auquel il faut le faire attention. Donc c'est le plan de coupe Z qu'on peut modifier directement dans la palette Info Objet, mais qu'on peut modifier également dans les préférences. Donc je reclique sur Préférences, et ça, nous allons trouver dans l'onglet Général. Et on a ici donc le plan de coupe, sa position XZ. Donc c'est bien ceci que l'on veut modifier. Et bien, sa hauteur est représentée par cette ligne-ci. Donc si je la modifie, on voit bien que la ligne s'est déplacée. Eh bien, la seconde chose, lorsque l'on veut replacer correctement une fenêtre par rapport à un mur, par exemple, un point de référence, on peut aller utiliser l'outil Translation Duplication. Ça nous permet déjà de modifier, de déplacer de manière assez précise. Mais plutôt que de changer d'outil, on peut tout simplement recliquer sur notre fenêtre et y accéder plus rapidement en cliquant sur Position par clic. Ici, donc, le premier clic va représenter le point de référence et le second clic va représenter la distance entre mon objet, donc ma fenêtre, et mon point de référence. Si je souhaite rentrer une valeur précise, n'oubliez pas, on appuie sur Tabulation, je rentre par exemple 150 et j'appuie sur Enter pour valider. Une fenêtre s'ouvre me demandant si c'était bien la distance 150 et si le premier clic était bien le point de référence. Je clique sur OK. Bon, là, on voit pas, on n'a pas vraiment vu de déplacement. Je devais l'avoir déjà bien placé, mais bon. Comme ça, vous connaissez cette petite astuce donc de position par clic. Donc je pense qu'on a tout vu par rapport à cette fenêtre-ci. Ah non, il y a encore quelque chose. Ici, j'ai envie que ma fenêtre et que toutes mes fenêtres en fait se placent eh bien, au bord de ma façade, donc plutôt côté façade et pas en plein milieu comme ici. Pour changer cela, eh bien, je retourne à nouveau dans les préférences. Et cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet côtés verticaux. Donc, les côtés verticaux, ça va me permettre eh bien, de choisir quelle sera la position de ma fenêtre, de ma menuiserie par rapport au mur. Dans les configurations ici, si je clique, on va me proposer une série eh bien, de profils par défaut. Je vais sélectionner par exemple le profil 10. Donc on voit déjà ici la nouvelle position de ma fenêtre par rapport au mur. On voit que je suis déjà beaucoup plus près bien, de la façade qu'auparavant. Lorsque je passe ma souris sur cet aperçu, on voit que j'ai accès eh bien, aux différents éléments du mur. Et à leur décalage, donc c'est un décalage par rapport à cette ligne-ci, donc par rapport à la position de ma menuiserie. Par exemple ici, on a un décalage de 4,5 cm pour mon isolant. Si je clique sur la menuiserie en question, là, je vais pouvoir modifier le point d'insertion en X et Y. Et moi, je veux vraiment que ce soit en ras de façade, donc je vais mettre 0,0. De cette manière, on voit là que ça s'est bel et bien placé à la bordure extérieure de mon mur. Très bien, bon, je peux faire OK, ça se place correctement. Mais maintenant, je sais que je vais vouloir faire ça pour toutes mes menuiseries dans tout mon projet.
Donc, bon, je vais peut-être pas avoir envie de manuellement à chaque fois remettre ces paramètres. Donc, comment gagner un petit peu de temps? Je sélectionne la fenêtre qui a déjà les caractéristiques qui me plaisent. Je me rends dans les préférences. Donc, ici, je peux faire un double clic. Cela revient au même. Et cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet Favoris, fenêtre de projet. Et ce que je vais faire, c'est donc ici, dans la section qui concerne la menuiserie, je vais cliquer sur la touche « Enregistrer le favori ». Allez, une fenêtre s'ouvre et me demande quelle est la caractéristique que je souhaite enregistrer. Donc, quel est le profil, quelle caractéristique va reprendre le profil que je vais bientôt créer. Donc, j'aimerais simplement qu'on enregistre le raccord mur gauche-droite et je vais lui donner un nom, par exemple, mon raccord gauche-droite et je vais faire enregistrer. Maintenant, dans cette fenêtre de préférence, mais aussi pour toutes les futures menuiseries dans leur fenêtre de préférence, dans l'onglet Favoris, fenêtre de projet, on voit ici que j'ai accès à toutes les caractéristiques par défaut qu'on me propose, mais aussi que j'ai enregistrées. Et là, pour mon raccord mur gauche-droite, je vais pouvoir retrouver mon raccord gauche-droite. Et donc, je vais pouvoir le sélectionner, cliquer sur OK. Bon, là, on ne voit pas la différence, mais tout à l'heure, je vais réutiliser ce profil pour chaque menuiserie que je vais placer. On va le voir tout de suite. Maintenant, je vais sur le calque 00 mur pour aller au rez-de-chaussée et je vais placer encore une nouvelle fenêtre. Donc là, j'ai placé une fenêtre type comme ça et j'aimerais une fenêtre d'angle. Pour cela, tout de suite, attendez, je vais tout de suite modifier d'abord les dimensions de ma fenêtre, comme ça elles seront tout de suite bonnes. Alors mes dimensions, je les retrouve. Voilà. Alors nous allons, voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé mes dimensions. Donc pour la largeur, je veux 3,18 m. Pour la hauteur, toujours 2,65 m. Et pour la hauteur d'insertion, toujours 0. Donc voilà, mes dimensions sont bonnes. Maintenant, je vais dans les préférences et dans l'onglet Généralité, je vais pouvoir déterminer le mode d'insertion de ma fenêtre. Jusqu'à maintenant, leur mode d'insertion classique, c'est dans le mur. C'est le mode par défaut. Mais nous avons d'autres modes d'insertion, dont un mode qui s'appelle fenêtre de coin et qui nous permet de réaliser une fenêtre d'angle. Tout de suite, écoutez, on ne va pas perdre de temps dans l'onglet Favoris, fenêtre de projet. Je vais tout de suite lui demander de respecter mon profil que j'ai enregistré tout à l'heure, mon raccord gauche-droite. Et tout de suite, dans l'onglet Cases, je sélectionne la case en question et je vais préciser que le contenu de cette case, ce n'est pas une simple fenêtre extérieure, mais qu'il s'agit bien d'une fenêtre coulissante horizontale. Très bien, bon, on va cliquer sur OK. Et là, tout de suite, on voit donc ma fenêtre est bien positionnée par rapport à l'extérieur de mon mur, comme le profil que j'ai enregistré tout à l'heure, mais aussi que ma fenêtre s'est déplacée d'elle-même et s'est mise dans le coin, donc dans l'extrémité d'un côté de mon mur. Si je veux déplacer mon mur, je ne vais pas pouvoir, ou alors il va devoir se mettre de l'autre côté. Ça, c'est parce que le mode d'insertion, c'est fenêtre de coin. Et c'est pour ça que, qu'elle se mette tout de suite au bon endroit. Ici, à nouveau, on voit que la représentation
n'est pas tout à fait correct. C'est parce que le plan de coupe, dont la hauteur de coupe n'est pas assez haute. Donc, je change pour 150. Donc là, la représentation est à nouveau correcte. Maintenant, je vais simplement dupliquer cette fenêtre. Et je peux faire ça simplement avec l'outil sélection. Donc, quand je prends ma fenêtre et que je suis en train de la déplacer, si je maintiens la touche CTRL, cela va me permettre de dupliquer l'objet que je suis en train de déplacer, ici ma fenêtre. Donc, grâce à la touche raccourci CTRL, avec l'outil sélection, je peux simplement dupliquer. Et donc là, j'ai bel et bien ma fenêtre d'angle comme je l'attends. Très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous allons pouvoir enfin faire nos portes d'entrée. Pour ça, je continue d'utiliser toujours le même outil menuiserie extérieure et je vais placer donc ma fenêtre en plein milieu du mur ici. Je vais tout de suite lui donner les bonnes dimensions. Donc la largeur, j'avais bien noté, c'est 2,70. La hauteur, toujours 2,65. Et la hauteur d'insertion, toujours 0. Et le plan de coupe, on va essayer que ce soit un peu plus que 10. Donc, j'ai ma baie. Je vais déjà aller dans les préférences. Dans les cases, eh bien, je vais tout de suite noter que je veux diviser en 3 cases en verticale. La première case, on voit que la largeur est de 90 et j'aimerais que cette largeur soit de 80. Et je souhaite que cette largeur ne se modifie plus, donc elle ne s'adapte plus par rapport aux modifications des autres. Donc si je veux verrouiller cette valeur, il va falloir que je clique sur le petit sens interdit ici. Et lorsqu'il est rouge, cela signifie que la largeur, la dimension ici ne va plus bouger. Grâce à cela, je vais pouvoir tout de suite mettre 80 également de l'autre côté. Et de cette manière, j'ai tout de suite la bonne largeur, donc dans la fenêtre, on va dire dans le dormant central. Voilà, excusez-moi. Eh bien, dans le dormant central, est-ce qu'on modifie ça déjà maintenant? Non. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant toute chose, je sais que ce type de fenêtre, je vais l'utiliser plus d'une fois dans mon projet. Plutôt que de faire copier-coller, je vais créer un groupe, donc un symbole. Et de cette manière, je ne devrais plus qu'éditer le groupe et non pas la fenêtre en tant que telle. Je vous montre ça tout de suite. Pour cela, je vais dans l'onglet Favoris, fenêtre de projet. Et cette fois-ci, je m'intéresse plutôt à la section qui concerne la fenêtre de projet. Et je vais demander à enregistrer ce modèle dans le document actif. Une fenêtre s'ouvre et me demande comment je souhaite nommer cette fenêtre. Je vais l'appeler ma super fenêtre et j'enregistre. Maintenant que ma fenêtre est devenue un modèle générique, on peut voir que je n'ai plus accès à toute une série de paramètres. Tout est grisé, c'est normal. Désormais, cette fenêtre n'est plus un modèle unique. L'idée est donc d'éditer le groupe auquel elle appartient et non plus l'entité en tant que telle. Et ce groupe, c'est ma super fenêtre, comme je viens de l'écrire. Donc là, je vais cliquer sur OK. Et je vais montrer tout de suite l'intérêt pour gagner du temps. Donc je vais placer une autre fenêtre en face, une autre menuiserie. Et j'aimerais que cette fenêtre corresponde exactement au modèle que je viens d'enregistrer. À nouveau, je vais dans Préférences. Dans l'onglet Favoris, Fenêtre de projet. Dans la section Fenêtre de projet, on voit que j'ai un petit carré. Si je clique là-dessus,
et que je n'oublie pas de dérouler, parce que parfois on peut se demander où sont tous les modèles que j'ai enregistrés, mais en fait il ne faut pas oublier de dérouler et de passer à la suite. Et ici je retrouve mon modèle, donc ma super fenêtre, et tout de suite, donc, eh bien, ça prend les dimensions de ma super fenêtre, je clique sur OK, et cela correspond donc à ce fameux groupe. Maintenant, si je souhaite éditer ce groupe, parce que, histoire de gagner du temps, je veux que tout le monde corresponde à de nouvelles modifications. Donc, pour faire des modifications à l'ensemble du groupe, je vais dans la palette Info Objet et je vais cliquer sur Fenêtre, enfin Préférences, Fenêtre de projet. À nouveau, la fenêtre de préférence s'ouvre et j'ai accès à un petit peu plus de paramètres. Tout de suite, je vais dans l'onglet Cases et je vais commencer à faire des modifications. Ici, pour la première case, je vais supprimer le montant à droite. Ici, je vais supprimer le montant à gauche. Et pour la case centrale, je vais préciser que le contenu de la case, c'est bien une porte extérieure. Maintenant, dans l'onglet Section, je vais pouvoir préciser à quoi correspond le contenu de cette case. C'est une porte extérieure, certes, mais je ne veux pas qu'elle soit en massif. J'aimerais que ce soit du verre, et donc il va tout de suite me créer donc ma porte en verre. Et je vais avoir accès aux épaisseurs des montants et les traverses de ma porte en verre. Ici, pour l'instant, c'est seulement presque 7 cm. Je vais plutôt mettre 10. J'appuie sur Tabulation pour confirmer. Et si je souhaite que cette valeur s'applique à toutes les traverses et montants, je clique ici sur Appliquer à tous. Et voilà, maintenant tout a été modifié et tout possède la même largeur, 10 cm. Très bien. Maintenant, je vais mettre une petite poignée à ma porte. À nouveau, il ne faut pas que j'oublie de préciser à quelle case, quelle section je souhaite ajouter un accessoire. Je clique sur la case en question et je précise le type d'accessoire que je souhaite. Je veux une poignée. À nouveau ici, tout est grisé parce que je dois resélectionner l'ensemble. Quel montage je souhaite? Eh bien, j'aimerais qu'il y ait à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Quelle est la position de la poignée extérieure et intérieure? Bon, déjà, elles auront la même position, donc je vais cocher ici le fait que je souhaite aligner à la poignée intérieure. Maintenant, je vais pouvoir modifier la position en X et en Z. Écoutez, je vais simplement modifier ici, je vais mettre 5. De même pour le modèle, on va me demander si je veux un modèle différent pour l'extérieur ou l'intérieur. Dans ce cas-ci, je vais cocher ici pour des poignées identiques et je vais cliquer ici pour sélectionner un modèle qui m'est proposé par défaut. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur OK. Déjà en 2D, on voit bel et bien la différence. Et ensuite, en 3D, on voit bien que j'ai mes poignées qui sont apparues, et ce, des deux côtés. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser des fenêtres de projet, donc ces fameux groupes, symboles de menuiserie. De cette manière-là, vous pouvez faire des modifications à tout un ensemble, et ce, rapidement. Oui, sauf que, bon, maintenant, ici, ma porte, j'aimerais qu'elle soit dans l'autre sens. Je veux donc qu'elle soit différente que sa sœur et qu'elle ne fasse plus partie du groupe Ma Super Fenêtre. Si je ne veux plus que ma porte ici fasse partie de ce groupe, je clique dessus et dans la palette Info Objet, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle Lié à une fenêtre de projet. Je décoche ceci
Et donc, ma fenêtre est redevenue une fenêtre unique et lambda. Et je vais pouvoir tout de suite aller dans les préférences pour modifier cette fenêtre. Donc, pour changer le sens d'ouverture, je vais devoir me rendre dans l'onglet Section, sélectionner ma porte et changer le sens d'ouverture. Je clique ici, on va me proposer différents sens. En pointillé, donc, c'est pour l'intérieur. En ligne continue, c'est pour l'extérieur. Et ici, c'est donc pour les deux sens. Ça s'applique. Donc moi, allez, je suis en 0,3. Je clique sur OK. Et voilà. J'ai pu modifier le sens de ma porte d'entrée. Maintenant, je vais enfin pouvoir placer mes menuiseries intérieures. Donc là, on va utiliser l'outil menuiserie intérieure. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais pouvoir tout de suite associer donc, mon outil, son utilisation à des classes. De cette manière-là, je pourrais facilement modifier les classes si je souhaite modifier les attributs graphiques de mes menuiseries intérieures. Donc, rebelote, on reclique sur le petit crayon et la clé à molette. Toujours dans les attributs graphiques, je vais ici cliquer sur charger un jeu. On me prévient et je suis d'accord, je fais OK. Et cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur extérieur BIM, mais sur intérieur BIM, puisque c'est un jeu de classe différent et que je souhaite l'appliquer à ma menuiserie intérieure. Très bien, je fais OK. Et pareil, on voit donc que pour tous les éléments qui composent ma menuiserie, une classe est bel et bien associée. Très bien. Pareil que pour les menuiseries extérieures, j'ai des valeurs par défaut que je peux rentrer et avec lesquelles je peux créer un profil que je pourrais réutiliser dans ce projet-ci, mais également dans mes autres projets. Bon, dans ce cas-ci, je vais rentrer quelques valeurs qui correspondent à mes dormants et mes ouvrants. Je fais enregistrer et je vais placer ma première porte. À nouveau, le sens de cette porte-ci ne correspond pas à ce que je souhaite. On retourne dans les préférences. Je retourne dans l'onglet section. Je reclique dessus et j'aimerais que ma porte s'ouvre ici vers de l'autre côté. Donc, c'est sûr qu'en menuiserie intérieure, l'intérieur et l'extérieur n'a plus vraiment de sens. Mais ici, je sais que ça va ouvrir dans l'autre sens, donc vers l'extérieur. Et je clique sur OK. Donc c'est comme ça qu'il va falloir gérer donc, le sens des ouvertures de vos différentes portes. Maintenant, je veux placer une porte un petit peu plus spéciale, une porte à galandage. Pour cela, je vais devoir tout de suite, dans l'onglet général, donner la bonne largeur de la baie, parce qu'il va falloir que je tienne compte à la fois de la porte qui va coulisser et du caisson qui va abriter cette fameuse porte. Ici, si je me rappelle bien, la valeur c'est 180. Ensuite, j'ai oublié d'appuyer sur tabulation pour valider. N'oubliez pas, tabulation. Voilà, 180. Maintenant, je vais dans l'onglet case, je sélectionne ma case et je sais que je vais devoir doubler en X. Et ici, je vais préciser le contenu de la case. Donc, ce n'est pas une simple porte intérieure, mais une porte à galandage. Et ici, ce n'est pas une fenêtre intérieure, mais un caisson. Et je vais cliquer sur OK. Et donc, on voit bien que ma baie tient compte du caisson et de la porte qui va coulisser, qu'elle fait bien 180 de large. C'est la petite astuce lorsque vous souhaitez créer ce type de porte.
Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de tout ce qui est possible de faire avec les outils menuiserie. Maintenant, on va faire des petits détails avec nos planchers. Donc là, on voit que, eh bien, en toute logique, mon plancher s'est arrêté à la délimitation de mon mur et il n'a pas continué pour rencontrer eh bien, les baies qui sont vers l'extérieur. Si je veux régler ce type de détail-là, eh bien, je vais déjà activer donc, le plancher et je vais me mettre en plan 2D. Et il va falloir que j'ajoute de la surface à mon plancher. Pour ajouter ou enlever de la surface à votre plancher, ce que l'on va pouvoir utiliser, c'est tout simple, ce sont les outils 2D. Ici, je vais prendre un rectangle, je vais zoomer, je fais un premier clic, second clic. La surface que nous venons de dessiner peut et il vaut mieux qu'elle passe par-dessus mon plancher. Je sélectionne donc la surface que je viens de dessiner. Je sélectionne également mon plancher. Je fais un clic droit et je clique sur « Additionner les surfaces ». Une fenêtre s'ouvre et me demande à quel composant cela va s'appliquer. Si je veux appliquer ça à tout le plancher ou seulement à un certain composant, ici, je souhaite que ça ne s'applique qu'au parquet. Donc, je vais cliquer sur « OK ». Et lorsque l'on va repasser en 3D, on va pouvoir constater effectivement la modification. On va pouvoir faire ça également pour nos portes, etc. si on veut vraiment peaufiner. Là, je pense que vous avez compris le principe. Et maintenant, on va pouvoir placer notre escalier. Alors, pour cela, je vais me mettre dans cette vue-ci. Et dans la trousse d'outils architecture, je vais sélectionner l'outil escalier détaillé et non pas escalier basique. Donc ici, je vais sélectionner escalier détaillé. Et puis, on va voir que donc, le premier clic permet de positionner l'escalier et le second clic de l'orienter. Alors, ici peut-être, j'ai un problème avec mon style. Voilà. Pas de souci si on n'a pas placé tout de suite correctement notre escalier. En plan 2D, on va pouvoir le déplacer avec précision si on veut avec l'outil translation duplication. Je sélectionne le premier mode ici, déplacer. Et je vais placer tout de suite correctement mon escalier. Dans la palette Info Objet, j'ai déjà accès à différentes valeurs, notamment la hauteur totale de mon escalier. Je sais déjà que ce sera 300. Et la hauteur du trait de coupe. Vous voyez ici, on va le voir très bien en plan 2D. Si je change pour 150, on voit donc que les deux traits ont bien changé de position et donc de hauteur. Est-ce que je vais pouvoir... Maintenant, pour aller un peu plus loin, on va tout de suite cliquer sur Préférences. Et je vais rester dans le premier onglet Généralité. Dans le premier onglet Généralité, je me retrouve donc avec un premier encadré qui me parle du type d'escalier. Et c'est là que je vais pouvoir sélectionner déjà tout un type, plein de types différents qui sont proposés dans la bibliothèque Vectorworks. Dans mon cas, je ne souhaite pas en sélectionner, mais c'est toujours important de savoir qu'il y a déjà plein de modèles à votre disposition. Le second encadré ici, Préférences, va me demander comment je souhaite afficher mon escalier.
Si je veux l'afficher uniquement en 2D ou également en 2D et en 3D. Donc ici, on veut un objet hybride. À quelle classe va appartenir mon escalier? Bon, très bien. Ensuite, j'ai les grandes géométries qui appartiennent à mon escalier, notamment la hauteur totale. Ça, je sais que ça ne va pas changer, donc je vais cliquer sur le cadenas ici, de manière à ce que les autres valeurs s'adaptent en fonction de celle-ci, et non pas l'inverse. Alors, maintenant, je vais aller tout de suite dans l'onglet géométrie, où là j'ai accès à beaucoup plus de paramètres en ce qui concerne la géométrie de mon escalier. Notamment ici le giron. Je vais rentrer une valeur, on va rentrer la valeur 20. J'appuie sur tabulation. Et voilà qu'il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc la valeur du champ giron doit être supérieure à la valeur du champ giron minimal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour l'instant, mon escalier utilise une série de valeurs qui ont été considérées comme minimales ou maximales. Ce sont des valeurs que vous pouvez vous-même régler de manière à vous assurer de toujours respecter certaines géométries, certaines données. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction qui vous assure de ne jamais sortir des clous, on va simplement accorder l'option qui nous est proposée, c'est-à-dire de ne pas utiliser ces variables minimales et maximales. Donc vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur OK ici, en bas, la petite coche ici, activer les valeurs minimales maximales, va se décocher. Donc, je vais faire OK. Et on voit bien que ça s'est bien décoché. Et si jamais vous souhaitez utiliser ceci, vous pouvez toujours éditer ces valeurs en cochant ici. On va vous demander quelle valeur vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, là, je vais mettre 19 pour qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Bon, on ne va pas essayer pour l'instant, mais si vous souhaitez rentrer des valeurs précises, vous pourrez toujours éditer une fois que vous aurez activé ceci. Bon, dans mon cas, je sais que le giron que je souhaite, c'est bel et bien 21. Et je vais verrouiller cette valeur. Maintenant, la hauteur de marche 18,75, c'est un petit peu bizarre. Je vais mettre 18. À nouveau, un message d'erreur va apparaître parce que, effectivement, le logiciel s'assure que les valeurs soient cohérentes les unes entre elles. Et là, la hauteur totale doit être un multiple de hauteur de marche. Parce que, effectivement, ma hauteur totale, c'est 300. Donc, si je veux un nombre de marches entier, il va falloir que 300 soit divisible par la hauteur. Bon, pas plus de mathématiques pour l'instant. On nous propose différentes options. Si je souhaite conserver 18 en tant que hauteur de marche, ou simplement modifier la hauteur de marche pour qu'elle se rapproche de 18, par exemple 17,64. Cette seconde option me convient, je fais OK. Et donc les valeurs se sont adaptées en fonction de ce que je viens de rentrer. Très bien. Bon, écoutez, on va déjà regarder à quoi ça ressemble. Je vais cliquer sur OK. Donc l'apparence de mon escalier a déjà changé. Je vais pouvoir le redéplacer correctement. Il est toujours un peu trop large. Pareil, j'ai oublié, on va aller dans la géométrie. La largeur d'escalier, ce n'est qu'1 mètre. Je fais OK. Très bien. On le déplace à nouveau. Voilà, il est enfin en place. Maintenant, on va regarder un petit peu sa représentation en 2D. Donc, pour cela, on retourne dans Préférences et on va aller dans l'onglet Représentation 2D. Là, il y a beaucoup de paramètres qui sont à votre disposition. On va regarder déjà les principaux. Parfois, vous pouvez avoir, si je le retrouve,
Donc ici, ce n'est pas le cas avec cet escalier, mais parfois vous pouvez avoir un nez de marche qui sera représenté et qui donc va doubler toutes les lignes à chaque hauteur de marche. Afin d'éviter cela, ici donc, ce n'est pas le cas, donc c'est en gris, mais vous pouvez tout à fait décocher l'affichage du décalage du nez de la marche. Et de cette manière, cela résoudra déjà ce premier souci de représentation lorsque l'on ne veut pas que le nez soit représenté en 2D. Ensuite, alors, je vais regarder un peu mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Donc ensuite, nous avons eh bien, ce premier encadré qui concerne le trait de coupe. Donc le trait de coupe, c'est bien ces deux lignes-ci. Et je vais pouvoir déjà déterminer la hauteur de celui-ci, l'angle de ce dernier. Et je vais pouvoir cocher ici « Interrompre la ligne de foulée » à hauteur du trait de coupe. Et donc ici, on voit que ma ligne de foulée s'est dédoublée et s'est interrompue à la hauteur de mon trait de coupe. Donc tout ce qui est ici, donc ce premier encadré et cet aperçu-ci, correspond à l'aperçu en 2D lorsque l'on se trouve sur l'étage qui correspond à l'escalier. Donc on voit ici moitié inférieure sur le calque 00 plancher. On a ici une option affichage escalier. On peut déjà sélectionner un profil réglé. Mais sinon, par exemple ici, je sais que la ligne de foulée au-dessus du trait de coupe ne m'intéresse pas. Je vais décocher et on voit que la ligne de foulée disparaît. Pour la moitié supérieure, donc ce qui sera affiché lorsqu'on va regarder l'escalier sur un étage supérieur, ici, on va cocher « Inclure la moitié supérieure sur l'étage supérieur » de cette manière-ci. Donc je vais déterminer quel calque est considéré comme étant à l'étage supérieur. Donc je sais que lorsque je veux regarder en 2D mon calque 01 plancher, j'apercevrai bien mon escalier comme ceci. Cette représentation-là ne me convainc pas vraiment. Je vais plutôt sélectionner un profil sans trait de coupe. Et donc là, ça correspond déjà beaucoup plus à ce que j'attends. Très bien. Nous allons tout de suite aller dans l'onglet « Construction » où je vais pouvoir déterminer quel type d'escalier, quel type de construction j'ai à faire. Ici, c'est bel et bien le type paillasse qui correspond à ce que j'attends, donc je laisse tel quel. Et ici, j'ai accès à toute une série de paramètres un peu plus précis. Ici, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Enfin, je ne vais pas y toucher. Alors, pour ce qui est de ceci, eh bien, nous allons d'abord regarder quels sont les résultats maintenant. Donc, on voit que j'ai bel et bien la modification en représentation 2D. Et si j'active mon calque 01 plancher, eh bien, je vois que la représentation est correcte. Je retourne à mon calque et je vais regarder un petit peu en 3D à quoi correspond donc à quoi ressemble mon escalier. Donc là, pour l'instant, j'ai deux rambardes, dont une qui est contre un mur. Pour modifier cela, je retourne dans les préférences de mon escalier et dans l'onglet garde-corps, je vais pouvoir modifier un petit peu tout ça. Ici, on a déjà une demande qui nous dit « Appliquer les préférences sur les deux garde-corps ». Non, pour l'instant, je vais faire des modifications différentes à droite et à gauche. Par exemple, le garde-corps à droite, eh bien tout simplement, je vais demander à ne pas l'afficher. Et on voit ici l'aperçu 3D que le garde-corps à droite a bien disparu. À gauche,
Par contre, je vais laisser le garde-corps, mais tout ce qui concerne les panneaux, donc le cadre, je ne suis pas vraiment convaincue, donc je vais décocher ceci. Et de cette manière-là, j'ai aussi l'aperçu eh bien, en coupe, en 2D, en plan 2D et en 3D de ce que cela va donner. Ça correspond à ce que j'attends. Et voilà, déjà en 3D, c'est ce qu'on veut. Un dernier petit élément par rapport à la représentation 2D, par exemple la ligne de foulée, si je souhaite la représenter un petit peu différemment. On a un dernier onglet qui s'appelle « Attributs graphiques ». Ici, nous avons accès à toutes les représentations, surtout en 2D, de notre escalier. Notamment, alors que je le retrouve, la ligne de foulée 2D. Donc ici, j'ai ma ligne de foulée, sa couleur, le style de trait. Et si je regarde le style de trait, donc, je double-clique ici, je vois que en début et en fin de ligne, j'ai un petit symbole qui a été choisi. Si je souhaite modifier ces symboles, je peux tout à fait sélectionner un autre qui m'est proposé, mais je peux également en créer un sur mesure. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Si vous voulez une représentation graphique 2D personnelle qui vous correspond, c'est une possibilité. Dans mon cas, je vais simplement dire que je vais modifier la fin de la ligne de foulée et je vais le remplacer par exemple par un triangle vide. Je clique sur OK et on voit que ma modification a pris effet. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce que ça donne à l'étage supérieur. Malheureusement, le fait de placer mon escalier n'a pas créé tout seul l'ouverture dans le plancher au-dessus. Il va falloir que je crée moi-même cette ouverture. Rien de bien compliqué. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure. Je vais sélectionner un outil 2D, ici rectangle. Créer l'ouverture. Alors, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, mais il faut bien que j'active mon calque 01 plancher. Je recommence, je dessine mon rectangle. Il est bel et bien là. Avec l'outil sélection, je sélectionne à la fois ma surface et mon plancher. Un clic droit et je clique sur retrancher les surfaces. À nouveau, il me demande si je veux appliquer cela à un composant ou à tout le plancher. Eh bien, ce sera tout le plancher cette fois-ci. Je clique sur OK. Je regarde en 3D. À nouveau, j'ai encore un plancher qu'il va falloir percer parce que là, je n'ai fait qu'un trou dans les planchers de finition. Je retourne en plan 2D, un rectangle. Et cette fois-ci, ce sera plus facile en 3D de sélectionner à la fois ma surface et mon fameux plancher de construction. Clic droit, retrancher les surfaces, OK. Et voilà, mon escalier mène enfin à quelque part. Donc voilà, c'était un petit peu intense, en tout cas pour les menuiseries. J'espère qu'on a vu déjà plein de petites possibilités avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et ça sera bientôt. Oui, je vais repasser la parole à mon collègue Olivier et on va pouvoir répondre à vos questions par rapport à ce sujet. Donc,
Bien, bah, apparemment, Olivier a des petits soucis de micro. Bah, écoutez, bah, en tout cas, merci Anaïs en fait pour ta présentation. Donc, voilà qui conclut en fait, je dirais le sujet des menuiseries. Alors, on a parlé donc des boiseries, enfin des fenêtres, enfin des ouvertures et des planchers. Si vous avez des questions, on sera ravis à ce moment-là de pouvoir y répondre en direct. Ça sera plus facile, du coup, voilà, n'hésitez pas hein, dans le chat. Moi, pour ma part, en fait, j'en ai déjà quelques-unes. Donc, pour être clair, effectivement, quand on parle de la terminologie, en tout cas des fenêtres ou des portes, on s'aperçoit que les termes employés en fait sont pas très adéquats. Simplement pour vous dire que on espère en fait pouvoir résoudre ce problème, on va dire, et vous proposer une terminologie un peu plus en phase avec la terminologie métier pour la prochaine version. Voilà, on est très conscient hein, que, on va dire, les cases et les sections, c'est pas des termes qui sont très parlants, mais donc voilà, on espère pouvoir résoudre ce petit problème donc dans la version 2022. En fait, on fait remonter chaque fois votre demande aux équipes de développement, puisque c'est nous-mêmes qui localisons le logiciel ici pour le Benelux, la France et la Pologne. Et effectivement, on doit traiter par rapport à ces différents pays les demandes et essayer de s'adapter au mieux par rapport au vocabulaire de chacun des pays. Mais on tient compte énormément de vos demandes, donc n'hésitez pas. Il y a aussi la possibilité de faire des wish, donc des demandes spécifiques, et on essaie aussi d'intégrer ça dans les prochaines versions de nos produits. Voilà, donc pour ce qui concerne la terminologie. Alors, donc j'ai une question en fait pour Anaïs. En ce qui concerne les menuiseries, peut-on dupliquer la fenêtre et ensuite modifier certains paramètres? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce qu'on veut que ces paramètres s'appliquent aux deux fenêtres ou seulement à la seconde fenêtre qui a été copiée? Alors, je pense que c'était une question plus par rapport effectivement à l'instant, c'est-à-dire que soit on utilise on va dire les paramètres généraux, c'est-à-dire le mode petite clé et petit crayon à partir de l'outil, et dans ces cas-là, on va modifier les paramètres généraux de toutes les fenêtres qu'on va insérer par la suite. Soit on insère des fenêtres de façon basique, on va dire en mode à la suite, quoi, et on va pouvoir modifier les fenêtres une par une en cliquant effectivement sur les objets qui ont été insérés sur le dessin. Donc dans ce cas-là, on parle d'instance plutôt que de parler de style, enfin du moins de fenêtre de projet, comme on a vu. Alors attention, parce que la fenêtre de projet, effectivement, c'est plus un symbole, enfin, c'est plus Voilà. comparé à un symbole, mais je dirais que la fenêtre, en gros, hein, l'outil, en fait, quand vous placez une fenêtre en fait, sur le dessin, l'outil va placer une instance de fenêtre. Et la fenêtre, ou du moins le paramétrage de la fenêtre qui est fait, on appelle ça un style, en fait, dans Vectorworks. Et de fait, on peut effectivement modifier par style. Dans ces cas-là, on utilise la configuration de l'outil. Et si on veut modifier l'instance, on va directement aller dans les préférences de l'objet. J'ai donc une autre question. Est-il possible de mettre un bâton maréchal plutôt qu'une poignée? En fait, pour tout ce qui est... en fait, les poignées que je vous ai montré tout à l'heure et qui étaient proposées par défaut, ce sont des symboles. Et donc ça, on pourra le voir aussi pas l'épisode prochain, mais dans l'épisode encore après, donc le 5e.
on pourra voir comment utiliser et gérer les symboles et donc créer soi-même, si on veut une poignée de porte très extravagante, on pourra toujours l'appliquer à notre fenêtre, mais pour cela, il va falloir comprendre l'utilisation des symboles et comprendre comment on peut en créer un ou en modifier un. Et donc, c'est tout à fait possible, mais pour cela, il faut prendre dans sa bibliothèque une poignée dont je n'ai pas retenu le nom. Un bâton de maréchal. Voilà, un bâton de maréchal. Voilà. J'ai donc une autre question par rapport justement aux ressources. Donc, il y a certaines personnes qui ne retrouvent pas les ressources, en fait, du moins les poignées dans leurs ressources. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça se situe précisément? Alors, ici, alors je vais vous montrer mon écran aussi. Peut-être ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai par exemple ici la fenêtre où j'avais ma poignée. Je vais modifier la préférence fenêtre de projet et je vais dans les accessoires. Ici, je vais demander donc une poignée. Et c'est ici que j'ai accès à la représentation et on va dire à la bibliothèque qui m'est proposée. Donc normalement, quand vous cliquez ici, vous avez au moins ces propositions-là qui vous sont faites en tant que symbole. Si on veut éditer le symbole sélectionné, il va falloir cliquer ici. Mais là, on va rentrer déjà dans des détails qui sont un peu en tout cas hors sujet aujourd'hui. On verra un peu plus tout ce qui est en rapport avec le symbole. Mais donc, c'est la manière dont je le vois, en tout cas pour les poignées ici, c'est qu'il faudra passer par la fenêtre dans les préférences. Voilà, ici, c'est une fenêtre de projet, donc préférence fenêtre de projet. Je vais sélectionner donc ma poignée. Et donc, c'est ici que je vais pouvoir accéder aux symboles et à leur édition. D'accord. Et est-ce que tu peux montrer dans les ressources où est-ce que ça se situe du coup? Alors, dans les ressources, dans mon fichier ici 00 webinaire, on voit ici que j'ai mon filtre sur matériaux, mais je vais pouvoir retrouver tous les symboles que j'utilise en ayant le filtre symbole objet paramétrique. Ici, donc, j'ai tous les symboles qui me sont proposés. Si je souhaite insérer de nouveaux symboles, alors, bon, chaque chose en son temps. Donc, sinon, on a aussi le filtre général, toutes les ressources, si on souhaite regarder tout ce qui a été utilisé dans mon fichier. Si je souhaite insérer un nouveau symbole, j'ai ici dans les outils de base cet outil-ci, insertion de symbole. Et je vous conseille d'utiliser plutôt cet outil-là, parce que de cette manière-là, quand vous allez chercher quel type de symbole ici, dans la bibliothèque Vectorworks, les bonnes bibliothèques vont déjà être ouvertes. Et ça va vous permettre de gagner du temps plutôt que de passer par le gestionnaire de ressources qui est lui vous montre tout, donc ça prend plus de temps pour trouver le bon. Déjà la rec avec les symboles, on a de quoi faire parce que tout est ouvert. Alors, on va essayer de faire un peu plus court du coup parce que alors normalement ça doit se trouver dans ressources DEWD il me semble. Je crois que c'est case poignée en ce qui concerne les poignées. Alors si tu peux retourner dans DEWD. Alors non, bibliothèque Vectorworks. Voilà. Donc ressources. Ressources. DEWD. Et là ça doit être dans case.
et poignées. Voilà, poignée. Et les voilà, nos poignets. Donc voilà. Il faut connaître le chemin. Voilà. Alors, rien ne vous interdit, bien sûr, hein, d'avoir vos propres bibliothèques, à savoir vous fabriquer vos propres dossiers et y insérer vos propres symboles. Et à ce moment-là, cette bibliothèque ne se trouvera plus dans la bibliothèque Vectorworks, mais plutôt dans la bibliothèque utilisateur, en fait, qui sera un poil plus bas. Et selon le nom que vous avez donné, vous pourrez aussi facilement la retrouver par le menu rechercher aussi. Ben voilà, merci Anaïs, du coup. Oui, je vais garder, au cas où, je vais garder ma fenêtre active, hein, comme ça, si je peux répondre à des questions. Alors, concernant toujours les fenêtres, comment fait-on pour insérer une fenêtre sur un demi-niveau? Alors, en fait, le truc, c'est que malheureusement, je dirais que le paramétrique de Vectorworks ne permet pas en fait d'insérer deux ouvertures au même endroit en fait sur le même mur. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est le faire deux fois en fait sur les deux murs des deux étages différents. Et il faut biaiser un petit peu, à savoir, il va falloir couper la fenêtre du premier niveau, la terminaison du mur, et appliquer une seconde fenêtre en fait sur le deuxième niveau. Et en termes de représentation, il est possible de cacher, ou du moins de rendre invisible la partie 2D de la deuxième fenêtre, par exemple. Voilà. C'est un petit biais, mais en fait, voilà, le problème, c'est que les outils paramétriques, on va dire, restent, on va dire, ils sont très très bien en fait pour faire de la production, on va dire, rapide, du moins pour gagner du temps. Maintenant, quand on a des cas particuliers, il faut continuer à chipoter et à trouver la meilleure solution. C'est la force des outils paramétriques, c'est de gagner du temps pour tout ce qui est générique, mais après, quand on a un cas effectivement particulier, il va falloir chercher quelle est la meilleure solution. Et notamment, là, Adam vient de donner une solution qu'il est possible de faire si on travaillait avec des demi-niveaux. Voilà. Ensuite, donc j'ai une question en fait qui concerne les planchers. Donc, peut-on habiller simplement la tranche d'un plancher sur une trémie en 3D plutôt que de voir toutes les couches du plancher? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Bon, je pense que ça se rapporte surtout au fait d'afficher les composants du plancher ou d'avoir un plancher générique en fait. Du coup, on peut faire un plancher à un composant ou éventuellement pour la partie représentation, utiliser, on va dire, la classe générale du plancher, c'est-à-dire visualiser le plancher par objet plutôt que par composant, par exemple. Oui, tout à fait. Ensuite, là, on va avoir une question sur les escaliers. Alors, comment intégrer un palier dans un escalier hélicoïdal ou droit? Facile. Ça demande de chipoter. Écoutez, je n'ai jamais essayé, hein, donc déjà, le premier conseil, c'est de prendre au moins tout de suite un symbole, donc un type qui correspond au mieux. Donc, même si on va peut-être pas essayer avec l'hélicoïdal, hein, on va rester avec droit. Est-ce qu'il y en a un déjà? Je pense que ça se réfère, je pense que ça va se référer à la partie des vues en coupe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Construction, il me semble. Géométrie ou construction, là où on choisit les paillasses. Et on a en fait plusieurs types de sélections possibles. Si on va dans le deuxième onglet, c'est l'onglet géométrie ou l'onglet construction, je ne sais plus. On a accès à ça dans l'onglet géométrie. Alors non, c'est l'onglet construction du coup. Mais pourquoi? Pour régler les longueurs de palier? Non, pour ajouter... comment? Pour intégrer le palier. Voilà. En fait, il faut choisir ici, dans la partie construction, comment on veut
Oui, voilà. Enfin, la configuration de l'escalier, en fait. Voilà. Oui. Donc, voilà, on a déjà la possibilité de modifier directement depuis un symbole déjà pré-réglé. Notamment ici la longueur 1, la longueur 2, et puis, comme je disais, c'est dans construction qu'on va pouvoir aller un peu plus en détail. Alors bien sûr, malheureusement, je dirais que là, les escaliers, en règle générale, si vous y arrivez du premier coup, vous êtes très très fort. Oui, c'est comme tout. Avec le paramétrique, on arrive à faire des choses précises, mais le souci, c'est qu'on a énormément de paramètres, de réglages à vérifier, à regarder et apprendre à chipoter un petit peu avec au fur et à mesure. Mais ça permet aussi de ne pas rester bloqué sur un ou deux modèles d'escalier point barre, puisqu'ici, on peut aller beaucoup plus loin. On a plus de 280 paramètres qui vont vous permettre de présenter un escalier vraiment sur mesure à votre client aussi. Ouais, complètement. En fait, c'est l'inconvénient de l'avantage en fait, de l'escalier, du coup, détaillé pour le coup, c'est qu'en fait, il est puissant et donc il y a beaucoup de paramètres. Et donc, le désavantage, c'est qu'il a beaucoup de paramètres, mais il est puissant, quoi. Voilà. Faut apprendre à l'utiliser. Mais si jamais vous avez justement des questions très spécifiques, par exemple un escalier hélicoïdal avec un palier, n'hésitez pas à envoyer dans ce cas-là un ticket pour que nous aussi on prenne le temps de réfléchir avec vous. Ici, on a un peu moins de temps pour réfléchir en même temps que vous, parce qu'on n'a pas encore essayé de faire des escaliers hélicoïdaux avec palier. Mais si jamais, avec un ticket, on peut prendre ce temps-là avec vous de réfléchir. Et on a aussi nos équipes support ici en Belgique qui peuvent tout à fait nous dire, ben voilà, ça, on l'a développé comme ça, on peut encore l'adapter ou le modifier ou non, ça existe, mais nous, on ne connaît pas aussi tous les paramètres parce qu'on a des développeurs qui sont vraiment des cracks et voilà, ils pourront nous aider à trouver la solution pour vous. Et donc, voilà qui conclut cette question. Et donc, je vais en prendre une dernière. J'ai une personne en fait qui me demandait un peu plus tôt. Pourquoi ne pas utiliser l'outil porte intérieure? Eh bien, écoutez, c'était parce que l'objectif de ce webinaire-ci, c'était surtout de vous montrer comment utiliser les outils menuiserie intérieure et extérieure, parce que l'outil porte intérieure, si je ne me trompe pas, est voué à disparaître dans les prochaines versions de Vectorworks, étant donné que l'outil menuiserie intérieure le remplace en quelque sorte. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était surtout de vous montrer comment utiliser ces deux outils qui ont été développés par Design Express. Eh bien, merci Anaïs. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on a fini. Du coup, merci pour votre participation en tout cas. Je vais repasser donc la parole à Olivier. Pour ma part, j'étais ravi de pouvoir, on va dire, assister avec vous à ce webinaire et avoir pu répondre à vos questions. Je vous souhaite en fait une bonne fin de journée. J'espère vous revoir du moins à la prochaine session. Et donc, Olivier, je te laisse conclure. Oui, c'est gentil, Adam. Merci à toi. Désolé pour l'intermédiaire de son. Voilà, donc je voulais simplement dire aussi qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont une version standard de Vectorworks 2021 et qui aimeraient bien tester une version architecture. Donc, ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit mail aux deux adresses mail que vous voyez sur le slide avec comme sujet démo 2021 et on se fera un plaisir de leur envoyer une version pour qu'ils puissent faire un essai avec les plans qu'ils auront reçus.
Encore un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Vous étiez vraiment fort nombreux. On espère vous revoir très bientôt pour le prochain épisode dont le thème sera présenter son projet et produire des rendus de qualité. À très vite, comme l'a dit Adam. J'espère que vous passerez une bonne fin d'après-midi. À très bientôt.